Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien. On va continuer notre élément de module modélisation et programmation orientée objet. Nous sommes arrivés au diagramme de séquence. Donc nous avons déjà vu le diagramme de cas d'utilisation qui est un modèle qui permet de répondre à la question qui fait quoi. Donc le diagramme de cas d'utilisation modélise à quoi sert le système en organisant les interactions possibles avec les acteurs. Nous avons vu aussi le diagramme de classe qui spécifie qui sera à l'œuvre dans le système pour réaliser les fonctionnalités décrites par les diagrammes de cas d'utilisation. Donc en général, le diagramme de classe, il permet de structurer notre système à travers un ensemble des classes et des relations entre les classes. Et maintenant, on est arrivé au diagramme de séquence. Le diagramme de séquence, il permet de décrire comment les éléments du système interagissent entre eux et aussi avec les acteurs. Donc, le diagramme de séquence est un diagramme dynamique qui permet de présenter la communication entre les acteurs. Nous avons ici un exemple. Par exemple, nous avons ici trois objets. L'objet 1, il va créer l'objet 2. Et nous avons que l'objet 2, l'objet 1, il va par exemple exécuter la méthode searchbook, par exemple, pour chercher un livre avec qu'il a comme paramètre book qui est de type integer. Donc à ce moment-là, on va créer un objet 3. Et après, l'objet 3, c'est un livre. Donc, on a trouvé le livre. On va rendre le livre à l'objet 1. Donc, ce n'est pas l'appel de garder l'objet 3. Donc, on va détruire cet objet-là. Donc, juste, c'est un exemple. Donc, on va continuer notre cours pour découvrir de quoi s'agit-il exactement. Et surtout, de savoir que, les éléments qui construisent notre diagramme. Donc ici, le diagramme de séquence. Une définition, on va commencer par une définition. Donc le diagramme de séquence décrit la dynamique d'un cas d'utilisation. La dynamique globale du système sera représentée par un ensemble des diagrammes de séquence. Donc le diagramme de cas d'utilisation, il présente un ensemble des cas d'utilisation. Ici, dans le diagramme de séquence, on prend chaque cas d'utilisation, ou bien on se focalise sur un cas et on va la détailler. Donc, c'est-à-dire un cas d'utilisation, on va la prendre et après, on va détailler la communication entre ces acteurs. Donc, le diagramme de séquence, il décrit les interactions entre un groupe d'objets en montrant les envois de messages qui interviennent entre eux. Donc, le diagramme de séquence, il représente une communication détaillée entre les objets ou bien les acteurs de notre système. Ici, nous avons un cas d'utilisation. Par exemple, nous avons un responsable de vente qui permet de changer le prix d'un article. Donc, le diagramme de séquence correspondant, ici, on représente le responsable vente. C'est un objet ici, responsable vente. Et après, nous avons, par exemple, la page admin d'article, par exemple, et l'article. D'abord, le responsable vente, il va changer l'article. Donc, c'est-à-dire, il va appliquer la méthode changer prix avec le paramètre A et B. A, c'est le produit qu'on doit trouver. Et B, c'est le type. Donc, par exemple, A, le type float, par exemple. Le produit, par exemple, 2 ou bien 3. Donc, ici, la page admin, qu'est-ce qu'elle va faire? Il doit d'abord set prix B. Donc, il va d'abord chercher le produit A et remplacer ou bien changer le prix de ce produit-là avec la nouvelle valeur ou bien le nouveau prix P. Et après, il va répondre le système. Il va répondre le système. D'abord, on doit d'abord répondre la page admin et après, on doit répondre le responsable comme quoi le prix a été bien changé. Donc, la ligne de vie. Donc, la ligne de vie, c'est cette ligne-là. Donc, nous avons ici un commentaire ligne de vie. Donc, une ligne de vie représente un participant à une interaction. Donc, ici, nous avons un objet et cette ligne pointillée représente la ligne de vie. Ici, cet rectangle-là représente la période d'activité de l'objet. Donc, le rôle ou bien le nom de l'objet
deux points, la classe. C'est comme ça on représente l'objet. Si vous vous rappelez, nous avons déjà vu le diagramme d'objet. Donc un objet, on le représente sous forme d'un rectangle. Le rôle, c'est l'identifiant de l'objet. Deux points, le type de l'objet ou bien la classe. Les messages. Les principales informations contenues dans un diagramme de séquence sont les messages échangés entre les lignes de vie, présentés dans un ordre chronologique. Un message définit une communication particulière entre des lignes de vie, objets ou acteurs. Donc, les messages, représentent les communications entre les objets. Ici, chaque objet a une durée de vie. Et donc, les messages, ce sont des communications. Donc, on a plusieurs types. On a plusieurs envois d'un signal. Donc, ce sont des signaux qu'on l'envoie. Soit on fait un appel à une méthode, comme nous avons déjà vu. Sinon, on va créer ou bien on va détruire un objet. Ici, par exemple, un autre exemple, c'est un exemple d'un message. Donc, ici, nous avons notre objet, le nom de ligne, par exemple. Ici, un autre objet. Donc, nous avons déjà vu qu'un objet, on le représente de plusieurs formes. Ici, soit on présente ou bien on décrit le nom de l'objet, deux points, le nom de la classe. Sinon, on met juste deux points, le nom de la classe. Donc, ici, nous avons notre objet, c'est-à-dire la durée ou bien le temps actif de l'objet ou bien l'activité. Donc, l'activité, donc cet objet-là, il est présent, il va communiquer à cet objet-là. Donc ici, nous avons l'émission d'un message sous forme d'une flèche, la réception d'un message. Donc cet objet-là, il reçoit un message. Donc ici, le sens du temps. Et sur cet objet-là, il va envoyer une réponse. Donc on va voir les types des messages. Donc pour les messages, il existe trois types de messages. Nous avons ici un message asynchrone. On le représente à travers une flèche qui a l'extrémité vide. Ici, message synchrone, on le représente par une flèche qui a l'extrémité pleine. Donc, vous faites attention à la différence entre les différentes flèches. Ici, nous avons message de retour. C'est un trait, d'abord une flèche pointillée avec l'extrémité ouverte. Message asynchrone, l'extrémité ouverte. Donc, un message asynchrone se représente par une flèche à l'extrémité ouverte. Un message asynchrone n'est pas bloquant pour l'expéditeur. N'est pas bloquant pour l'expéditeur, c'est-à-dire que l'expéditeur envoie un message asynchrone à travers cette flèche-là. Donc, l'expéditeur n'attend aucune réponse. Donc, il n'attend aucune réponse. Donc, le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré. Donc, ici, l'expéditeur qui a envoyé le message n'attend aucune réponse. Donc, il peut remettre ou bien il peut émettre un autre message. Par contre, le message synchrone qui a l'extrémité pleine, c'est un message le plus fréquemment d'abord utilisé et il signifie que l'expéditeur de message attend une réponse. Donc, l'expéditeur, il ne peut pas envoyer un autre message tant que le message précédent n'a pas eu de réponse. Donc, on peut associer, donc je répète, le message synchrone est le plus fréquemment utilisé d'abord. Donc, le message synchrone signifie que l'expéditeur du message attend une réponse du destinataire. C'est une réponse obligatoire. Donc, l'expéditeur sera bloqué jusqu'à qu'il reçoive la réponse du message déjà émis. Donc, on peut associer au message d'appel de méthode un message de retour. Donc, pour un message synchrone, donc nous avons dit qu'il attend une réponse. Donc, la réponse sera sous forme d'un message de retour. On va voir comment on représente la réponse. Donc, la réponse, ou bien le message de retour, c'est une flèche pointillée avec l'extrémité ouverte. Donc, vous faites attention aux différents types de flèches. Donc, le message de retour, il est utilisé dans le cas où la méthode
retourne un résultat. Donc, c'est un résultat. Donc, nous avons ici un exemple. Nous avons ici, nous avons ici deux objets. L'objet panier et l'objet article. Donc, on veut rajouter, ou bien on veut ajouter un article dans notre panier. Ou bien on veut ajouter un article. Donc, ici, nous avons un objet panier. Donc, voilà l'objet. Donc, l'objet panier, il va envoyer. Ici, nous avons vu plusieurs types de messages. Nous avons vu déjà les différentes variétés de messages. Donc, ici, nous avons une méthode, l'appel d'une méthode. Donc, ici, get prix. Donc, c'est-à-dire, on nous demande le prix d'un article. On envoie un message synchrone. Donc, un message synchrone. Donc, ici, l'extrémité pleine. Donc, on attend une réponse. Nous avons le P pour dire que c'est float. Donc, l'article getPris, il va répondre. P est égal getPris. Donc, c'est-à-dire, il va répondre l'expéditeur. Il va répondre l'expéditeur et il va lui donner le prix. Ici, un message envoyé à soi-même. Donc, nous avons un autre type de flèche. Un objet peut envoyer un message à lui-même, c'est-à-dire que, par exemple, nous avons un rôle, une classe. Donc, nous avons un objet qui peut répondre lui-même. Donc, pour décrire qu'un objet répond ou bien envoie une réponse à lui-même, on met ce flèche comme ça, qui retourne à l'objet lui-même. La création et destruction d'objets. Le diagramme de séquence, décrivons la dynamique d'un système. Donc, nous avons déjà vu que le diagramme de séquence est un diagramme dynamique. Par contre, le diagramme de classe. Donc, celle-ci, il contient fréquemment des créations et des destructions. Donc, toujours dans le diagramme de séquence, on aura des créations des nouveaux objets ou bien la destruction des objets. La création d'objets est représentée par un message spécifique qui donne lieu au début de la ligne de vie du nouvel objet. Donc la création d'objets, elle est représentée par un message spécifique qui donne lieu au début. Donc c'est-à-dire au début d'objet. Donc on va voir comment on représente la création et la description sous forme de diagramme ou bien schématiquement ou bien graphiquement. Donc la destruction d'objet est un message envoyé à un objet existant et qui donne lieu à la fin de sa ligne de vie. Il est représenté par une croix. Nous avons déjà vu ça. Donc un objet, pour créer un objet, donc on donne le début d'un nouveau rectangle avec le nom de nouveau objet avec le type et le type. Ici, nous avons créé un objet, donc c'est la création d'objet, et ici, la description d'objet par un croix à la fin de la ligne de vie. Donc, voilà la ligne de vie. Donc, on met fin à la ligne de vie, donc cet objet, il est détruit. Ici, nous avons un exemple. Par exemple, nous avons ici un acteur. On représente l'acteur sous forme d'un bonhomme. C'est un acheteur. Ici, nous avons l'élevage de chevaux, donc c'est un objet. Et ici, nous avons, par exemple, le Haras national, par exemple. Ici, nous avons la communication entre l'acheteur et l'élevage des chevaux. Donc, d'abord, le premier message, c'est un message, comme vous voyez, c'est un message synchrone. Donc, on attend une réponse. D'abord, l'acheteur demande la liste des juments. Donc, jument, c'est femelle de cheval. Donc, on veut savoir la liste des juments. L'élevage des chevaux, il va répondre parce que nous avons ici un message synchrone. Donc, on va répondre par un message, par une flèche en pointillé à l'extrémité ouverte. C'est comme ça qu'on représente le message de retour. 2, c'est-à-dire la liste jument. On classe nos messages. Donc, l'élevage, il va répondre par la liste des juments. Voilà. Ici, nous avons un message qui répond à lui-même. L'acheteur, il va choisir, d'après ces juments-là, les jumeaux qu'il veut acheter. Donc, ici, il va demander le papier, par exemple, de tel jument. L'élevage, c'est un message synchrone, donc on doit répondre. L'élevage, il répond à travers un ensemble des papiers des juments, bien les papiers des juments. Après,
l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les papiers. Il va d'abord examiner les vaccinations et après, il va examiner par exemple la maternité, les maternités. Et après, qu'est-ce qu'il va? Il va demander le prix, l'élevage, donc le prix. Donc, on demande le prix, on attend une réponse. Donc, ici, nous avons un message aussi synchrone. La réponse, c'est comme ça, donc à travers une flèche avec l'extrémité ouverte. Donc, c'est une préposition de prix. Ici, on a une représentation d'un message vers lui-même. Donc, évaluer la proposition. Et après, l'acheteur, il va payer le prix du jument. L'élevage du cheval, le monsieur, ou bien l'élevage du cheval, l'objet l'élevage du cheval, il va répondre par les papiers de vente. L'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir les papiers de vente et après, il va faire un retour des papiers de vente. Ici, l'élevage de chevaux, il va enregistrer la vente dans la plateforme ou bien dans le système. Il va enregistrer la vente de tel cheval, etc. Vous voyez ici, nous avons un message asynchrone. Donc, on n'attend pas de résultat. Donc, le retour de papier de vente n'attend pas de résultat. Par contre, prend livraison jument, il attend un résultat, c'est le jument. D'accord? J'espère que vous avez compris. Ici, nous avons les cadres d'interaction. Un cadre d'interaction, c'est quoi? C'est une partie du diagramme de séquence associée à une étiquette. Elle contient un opérateur qui en détermine la modalité d'exécution. Les principales modalités sont alternatives ou bien boucle. Donc, on va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire alternative ou bien boucle. Nous avons ici alternative. L'alternative s'obtient en utilisant l'opérateur opt. Donc, un cadre d'interaction. C'est un rectangle. Comme vous voyez, c'est un cadre avec l'étiquette. Ça, c'est une étiquette. Avec étiquette, avec l'opérateur. Voilà l'opérateur opt. Et après, la condition. Donc, l'alternative, à quoi sert? L'alternative, donc, il sert à présenter une condition. Donc, si la condition elle est vérifiée, le contenu du cadre sera exécuté. Donc, on va voir en détail. Donc, on va voir un exemple après. Donc, ici, lorsqu'on aura besoin de poser une condition ou bien de vérifier une condition, on doit mettre un rectangle comme ça avec l'option ou bien le mot-clé opt et entre crochet, on met notre condition et après on exécute l'ensemble des messages qui vont être au milieu de cette rectangle ou bien de ce cadre-là. Il y a aussi un autre type d'alternative. Nous avons vu opt et on a aussi alt. Donc l'opérateur alt, quelle est la différence? Donc alt pour exprimer alternative, mais la différence c'est au niveau des conditions. Donc alt est suivi de plusieurs conditions, de test puis du mot-clé else, sinon. Donc ici juste on a une seule condition à vérifier, ici plusieurs conditions à vérifier. Donc on a un ensemble des conditions. Donc vous avez déjà vu la programmation ou bien l'algorithmique et la programmation de langage C. Donc vous avez déjà vu les tests. Donc vous avez déjà vu les tests avec if et else. Donc ici else c'est la négation de la condition. Donc ici le cadre il est alors divisé en plusieurs parties dont le contenu n'est exécuté que si la condition associée est remplie. Donc le cadre, on va diviser le cadre en plusieurs parties. Donc on va voir en détail à travers un exemple. Donc nous avons le cadre comme celui-là avec l'option ou bien avec l'opérateur alt. Et après on le divise selon le nombre des conditions, si, et vers la fin, on met else. Donc, le contenu de la dernière partie else, donc on exécute, on teste la première condition, s'il est valable, on l'exécute, sinon on passe à la deuxième condition. Si les deux, par exemple, si on aura par exemple deux conditions, si les deux ne sont plus valables, donc on exécute la dernière qui est else. Ou bien, il est exécuté uniquement, donc else, il est exécuté uniquement si aucune des conditions précédentes n'est vérifiée. Donc, voilà l'exemple. D'abord, nous avons notre cadre. Nous avons ici le mot-clé alt. Voilà la première condition, la deuxième condition
Donc, et après le else. On teste la première condition, s'il est vérifié, ou bien s'il est valable, ou bien c'est OK. Donc, on passe à la deuxième. Sinon, si ni la première ni la deuxième répondent, ou bien répondent ne sont plus vérifiées, ou bien les deux conditions ne sont plus vérifiées, donc on exécute le else. On va voir un exemple vers la fin. Ici, la boucle. Vous avez déjà les boucles for, while, etc. Donc, ici, la boucle, c'est un ensemble. Ici, la définition de la boucle dans le diagramme de séquence, c'est pour exprimer qu'un ensemble de messages ils vont être répétés plusieurs fois. Donc, la boucle est réalisée par l'opérateur loop. C'est le mot-clé loop. Suivi des paramètres. Le minimum, c'est-à-dire le minimum des fois qu'on va répéter notre programme, le maximum des fois à répéter le programme et la condition du test. Le contenu du cadre sera répété tant de fois selon les valeurs minimum et maximum. Et chaque paramètre il est optionnel. Donc les paramètres sont optionnels. Ici, nous avons un exemple. Nous avons un cavalier et le cheval. Voilà notre cadre d'interaction. Nous avons ici l'étiquette avec l'opérateur loop. 1, c'est le minimum. 2, c'est le maximum. Et ici, la condition. Donc, ici, on va répéter ce cadre-là. On va répéter le contenu du cadre une fois au minimum et 2 fois au maximum selon la condition obstacle non franchi. Ici, nous avons l'objet cavalier. Ici, c'est un message. Donc, le cavalier, il donne une signe, ou bien il demande au cheval de sauter. Le cheval, il va répondre par un saut. Donc ici, si le cheval traverse par exemple l'obstacle, c'est bon. Donc on va exécuter une seule fois. Sinon, l'obstacle non franchi, c'est-à-dire il ne peut pas traverser l'obstacle. Donc c'est-à-dire on va répéter les deux messages, ou bien on va répéter le contenu du cadre d'interaction, on va le répéter 2 fois, donc au maximum. On va voir un exemple détaillé. Donc ici, nous avons un acheteur. Un acheteur qui demande Donc, on va garder notre exemple que nous avons vu au début, mais cette fois, nous avons ajouté les cadres d'interaction. Ici, nous avons un acheteur. L'acheteur, ici, nous avons un acheteur qui demande la liste des jumeaux que nous avons vus. Donc, il aura la liste des jumeaux. Il va choisir le jumeau qu'il veut. Il va demander les papiers du jumeau. Après, l'élevage des chevaux, ils vont répondre par rendre les papiers au monsieur qui l'a demandé. Ici, nous avons l'acheteur. Il va examiner les vaccins. Donc, nous avons créé un cadre, un grand cadre comme vous voyez ici. C'est un cadre d'interaction. Ici, nous avons avec l'option opt. Option opt. Et non plus alternative. Donc, on n'a pas plusieurs conditions. Donc, on va juste tester si le vaccin est OK. Donc, optionnel. Opt, non plus optionnel. Donc, opt. Vaccination, par exemple, OK. On passe au deuxième message. Ici. Examination. Ou bien on va examiner la maternité. Nous avons ici opt, maternité, c'est OK. Donc on va tester, on va vérifier la maternité du jumeau. Ensuite, donc ici nous avons le grand rectangle. Et après, l'ensuite. Le deuxième rectangle. Donc en global, on teste si la vaccination est OK. Après, on teste si la maternité est OK. On passe. Donc, ici, nous avons... Et après, si OK, on exécute ce qui est à l'intérieur du cadre. Sinon, on ne continue pas notre diagramme. Donc, si la maternité est OK, après, il va demander la proposition du prix. Donc, ce monsieur-là, il va répondre par lui donner le prix. Le monsieur, il va évaluer la proposition. Donc, ici, on va faire une loupe. Pourquoi? Parce qu'on veut négocier le prix. Donc, lorsqu'on négocie le prix, on aura plusieurs changements de parole entre les deux acteurs. Donc,
l'acheteur, il va négocier le prix, donc il va proposer un prix. Donc la personne, par exemple, responsable, bien l'élevage des chevaux, ils vont proposer leur prix aussi. La personne va évaluer, donc on va répéter cette forme. Donc ici, on n'a pas identifié le minimum et le maximum parce qu'on ne connaît pas le nombre de fois que les deux personnes ils vont communiquer. Donc c'est illimité, donc on garde juste la condition qui est nécessaire. Donc nous avons dit que les paramètres sont optionnels. Donc on peut mettre le nombre minimal de notre boucle, on peut mettre le nombre maximal, comme on peut garder juste la condition. Et après, donc cette loop là, ou bien cette boucle là, elle va être répétée autant de fois. Ça dépend de la négociation entre les deux. Et après on passe. Donc les deux personnes se mettent d'accord sur le prix, donc ils vont passer à payer le jument. Donc la personne, elle va payer le jument et après, le monsieur responsable de l'élevage des chevaux, il va répondre par les papiers. Le monsieur, il va remplir les papiers de vente. Après, ici, il va remettre les papiers et après, il va enregistrer. Le monsieur responsable, il va enregistrer. Donc ici, on a la création d'un objet. À ce moment-là, on se connecte avec le système pour créer un objet ou bien pour enregistrer la vente. Donc, ce n'est pas l'appel de créer l'objet dès le début parce qu'on ne communique pas avec cet objet-là jusqu'à ce moment-là. Donc, on crée l'objet, enregistrer vente. Et après, ici, l'acheteur, il demande ici le jument qui a acheté. Et après, l'élevage des chevaux, il répond par émettre ou bien par lui donner le jument acheté. Donc et voilà. Donc maintenant on va passer à un exercice à faire. Donc je vous invite à faire cet exercice là. Je vous ai déjà proposé une réponse, mais je vous invite à le faire avant de voir la réponse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous remercie.